Très bien, je propose que nous commencions cette table ronde des annales des mines consacrée à notre numéro du mois dernier, d'août dernier, les nouvelles neurotechnologies, quelle innovation responsable. Donc, merci à toutes et tous de nous rejoindre. La plupart d'entre vous connaissez bien notre revue, les Annales des mines, la plus ancienne revue d'Europe continentale, fondée en 1794 et dont les centres d'intérêt se sont développés depuis 1794 selon le développement et la diversification, l'enrichissement de l'économie française. Nous publions désormais 4 séries trimestrielles, donc 16 numéros par an, qui sont tous disponibles sur notre site internet, téléchargeables gratuitement dès parution de la version papier. Euh, ces 4 séries sont réalités industrielles. La série qui a fait l'objet de la parution qui nous réunit ce soir, c'est une série qui s'intéresse aux sujets économiques au sens large. Nous avons aussi responsabilité et environnement sur les sujets de climat et d'énergie et d'environnement. Nous avons Gérer et comprendre, qui est aussi une revue académique de gestion très transdisciplinaire, mais principalement sur la gestion et la sociologie. Et puis, nous avons Enjeux numériques sur le numérique. Donc voilà, nous avons aussi des comptes Twitter et LinkedIn, donc nous sommes très présents sur les médias sociaux. Et d'ailleurs, cette table ronde a été annoncée et donc il en sera rendu compte sur Twitter. Vous en aurez aussi un enregistrement sur notre site internet. Donc, cela organisé par notre secrétaire général adjointe de rédaction, Alexa Kappelmann, que je salue et remercie d'ores et déjà. Et je voudrais surtout remercier Françoise Roure et Laure Tabouy qui ont coordonné ce numéro d'août, qui en ont donc conçu l'idée, le projet, qui l'ont coordonné, qui ont approché tous les auteurs, dont certains nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir, hein, et qui ont mené à bien ce beau projet et ce beau numéro. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Françoise Roure, qui, avec Hervé Schneeweiss, que je remercie aussi, va animer cette table ronde. Donc, Françoise, tu as la parole. Merci beaucoup, François Valérian, pour cette introduction. Effectivement, c'était un choix naturel que de choisir la collection Réalités industrielles pour présenter ce numéro relatif aux neurotechnologies et à l'innovation responsable. Je remercie les Annales des mines pour avoir pris le pari de suivre notre proposition parce que la notion de neurotechnologie est une notion relativement récente. Dans le domaine scientifique, nous avons eu historiquement une séparation entre les sciences du cerveau, le système nerveux central, et d'autre part les sciences de la conscience et de la connaissance, le volet cognitif relatif à elles. Il se trouve que les neurotechnologies travaillent plutôt sur la fusion des deux, c'est-à-dire sur la connaissance du cerveau, mais aussi sur la compréhension des sciences cognitives. Et ceci n'allait scientifiquement pas de soi historiquement. À cela s'ajoutent les problématiques éthiques liées aux usages de ces neurotechnologies, d'où la notion d'innovation responsable. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous assistons à un développement des neurotechnologies dans la sphère médicale, mais également dans la sphère non médicale, avec toute la cohorte de questions qui peut se poser autour de ce développement lié donc à la consommation de dispositifs qui, à l'origine, peuvent être des dispositifs médicaux, mais qui ensuite peuvent traduire des exigences ou rencontrer des attentes de la part de consommateurs particuliers, notamment dans le domaine de la performance et de la compétence, qu'il s'agisse de concours, de compétitions sportives de haut niveau ou de concurrence entre personnes, y compris en milieu professionnel. Donc voilà un ensemble de neurotechnologies qui donnent lieu à des marchés segmentés, qui répondent soit à des protocoles et à des régulations relatives à la santé au domaine médical, soit correspondent à une régulation qui se fait au jour d'aujourd'hui autour des directives sur les dispositifs
les dispositifs européens, et sur les dispositifs dans le cadre européen. Alors, la question qui s'est posée il y a maintenant pratiquement 5 ans, au moment de la création du groupe de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, du groupe qui s'appelle Groupe Nanotechnologie, Biotechnologie et Technologies convergentes. Dans le mandat de ce groupe a été inscrit la question de la création d'un instrument intergouvernemental du domaine de la soft law, mais néanmoins pouvant être utilisé en référence dans les cours de justice divers et variés, donc notamment dans les procès, sur un instrument qui serait donc non contraignant, mais néanmoins un instrument qui oriente le cadre de référence et d'exercice des activités industrielles et aussi scientifiques dans le domaine des neurotechnologies. Donc cet aspect donc, a été développé à partir des années 2016. Il a donné lieu à des conférences internationales de haut niveau dans différents endroits de la planète, et notamment à l'Académie de médecine à Pékin, et pas seulement. Pardon, pas à Pékin, je fais une erreur, à Shanghai. Et sur la base de quoi un certain nombre de principes d'usage de ces neurotechnologies ont été testés et développés. Et à l'horizon 2019, juste avant le premier confinement, ce qui nous concerne, le Conseil des ministres de l'OCDE a adopté formellement une recommandation donc, sur l'innovation responsable en matière de neurotechnologie. C'était en décembre 2019. Nous voilà donc avec un instrument qui est le premier instrument intergouvernemental disponible, qui est cette recommandation de l'OCDE, donc sur l'innovation responsable en matière de neurotechnologie. À partir de quoi la France a décidé, via son ministre de la Recherche, de créer une task force pour mettre en société cette recommandation, société civile au sens large, mais également chercheurs, mais également donc industriels, de façon à porter à la connaissance du plus grand nombre d'acteurs potentiellement concernés ces principes relatifs aux usages et mésusages ou l'évitement des mésusages des neurotechnologies. Et donc, c'est sur la base de cette recommandation et de la volonté ministérielle de cette task force dédiée donc à l'élaboration peut-être d'une forme de charte pour la mise en œuvre de cette recommandation au plan français, qu'est venue l'idée de faire ce numéro spécifique de réalités industrielles que j'ai coordonné avec Laure Tabouy, qui est un chercheur courageux, une chercheure courageuse, puisque non seulement elle est docteure en neurosciences, mais elle rempile pour un deuxième doctorat qui travaille sur les problématiques de convergence du numérique et des neurosciences, de façon à pouvoir adresser dans le meilleur cadre possible quelque chose d'assez nouveau qui est la neuroéthique, puisque le terme de neuroéthique est apparu, je crois, assez récemment. Neuroéthique, neurodroit, nous avons un pays qui travaille au niveau constitutionnel sur ces neurodroits, c'est le Chili, qui est en pleine effervescence constitutionnelle, donc c'est un sujet parmi tant d'autres au niveau du Chili, mais qui montre bien tout de même qu'en termes de cadre d'exercice de ces activités, la soft law peut aller aussi jusqu'à un niveau constitutionnel, ce qui est aussi intéressant. Voilà, donc le numéro qui a été diffusé de manière gratuite par les Annales des Mines, c'était tout au début du mois d'août. Vous avez vu qu'il se divise en 3 parties, donc une première partie qui éclaire les relations très étroites entre l'exploration des neurosciences et l'essor de ces nouvelles applications industrielles. Il y a une seconde partie qui dresse le panorama des applications à la fois médicales et non médicales des neurosciences et des neurotechnologies, actuelles mais également telles qu'anticipées, et qui aide à comprendre les enjeux, voire les défis qu'elles soulèvent. Et puis, la partie conclusive qui a pour finalité de permettre au lecteur de naviguer dans la problématique de l'innovation responsable, de l'éthique et du droit, à partir des espoirs soulevés à travers l'évocation des usages, mais aussi des mésusages potentiels, des limites éthiques, épistémologiques, juridiques et sociétales imposées pour une confiance informée des citoyens, des patients et des consommateurs. Donc cette troisième partie, elle a comme objectif de mettre à niveau de dialogue un ensemble de composantes de la société en qualifiant des termes
et en permettant au maximum de personnes de se saisir de ces termes pour démarrer un dialogue riche sur le sujet. Donc voilà, c'était l'intention, donc c'est toujours l'intention de cet ouvrage, Neurotechnologie, innovation responsable, qui occupe maintenant dans l'édition une place assez singulière et qui a vocation également à accompagner dans le dispositif de relais de la recommandation de l'OCDE sur l'innovation responsable et les neurotechnologies, à accompagner la diffusion de cette problématique auprès du plus grand nombre, non seulement public francophone, mais il y a également quelques articles en anglais. Je voudrais préciser qu'un article manque encore à l'appel, mais à l'attention de tous les participants, que je remercie d'être présents donc, en ligne. C'est un article de l'Institut Wyss Center qui vous sera donc envoyé par voie de lien Internet au mois de novembre lorsqu'il sera mis en ligne. Donc, vous aurez un intervenant de cet institut dans le panel. Vous pourrez lui poser les questions, mais vous recevrez son article un petit peu plus tard en décalé. Ce n'est pas bien grave, c'est la vie numérique. Voilà, je voulais dire peut-être un dernier mot en faisant référence au prix Nobel de littérature de 2017, un mot de Kazuo Ishiguro. Il vient d'éditer un livre qui s'appelle Clara et le soleil. Bon, il a eu les honneurs du monde des livres en septembre, donc vous avez pu lire son action. Et c'est quelqu'un dont les nouvelles ont une puissance émotive absolument extraordinaire. Il parle aussi du marché de l'intelligence artificielle, le marché des amis artificiels. Et je voulais dire qu'en matière de neurotechnologie, il peut y avoir des amis artificiels comme il peut y avoir des ennemis artificiels dans tous les sens du terme. Et qu'au fond, notre débat va probablement, au cours de la table ronde, évoquer le potentiel de ces neurotechnologies, qu'il s'agisse de la connaissance du cerveau, de la capacité de lire et d'écrire dans le cerveau. Je crois que Hervé Schneeweiss vous en parlera plus savamment que moi, mais aussi la capacité pour une société de s'armer ou de se protéger au regard, je dirais, des dérives en matière d'augmentation humaine, dérives qui peuvent amener vers une violence certaine. L'augmentation des capacités humaines, on va dire avec Gutenberg que ça résulte bien souvent d'avancées techniques comme l'imprimerie. Avec McLuhan, on ira un petit peu plus loin en disant que l'augmentation humaine passe par toutes sortes de dispositifs permettant d'améliorer les capacités cognitives maintenant. Donc, au-delà de l'imprimerie, on le voit avec la génération née dans les années 2000. Mais dans le même temps, les résultats sociétaux de l'appropriation de ces neurotechnologies peuvent amener une violence sociale extrême. On le voit avec notamment les investissements qui sont faits dans le cadre du sport de haut niveau ou encore dans le cadre des interfaces homme-machine lorsqu'il s'agit d'une acquisition d'une compétence ou d'une capacité qui pourrait aller jusqu'à rendre obsolète l'homme, entre guillemets, naturel. Donc les controverses sont là, les controverses sont présentes, les équations éthiques sont posées, et je vais donc passer tout de suite maintenant la parole à Hervé Schneeweiss qui va approfondir ce sujet, je pense. Hervé, donc tu as la parole. Tu te présentes comme président du comité international de bioéthique de l'UNESCO, ce qui est vraiment le Gotha absolu en ce domaine. Tu as la parole, Hervé. Merci beaucoup. Non, je crois que je vais aller très vite parce que beaucoup de choses ont été dites et puis je veux laisser la parole à nos invités, à nos panélistes. Juste rappeler que ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'un certain nombre d'initiatives ont été prises pour réfléchir aux questions éthiques soulevées par les avancées dans le domaine des neurosciences. C'est bien sûr dans le sillon des grandes initiatives, que ce soit Brain aux États-Unis, que ce soit le Human Brain Project en Europe. Maintenant, l'ensemble de ces initiatives sont regroupées dans l'International Brain Initiative qui a un volet éthique. Quelles sont les principales tensions ? Bien évidemment, au premier plan, on trouve le bénéfice pour comprendre notre cerveau. Nous sommes ignorants, et aussi pour pouvoir intervenir pour un certain nombre de maladies. Je vais y revenir dans un instant. Mais à cause de cette ignorance,
l'attention se fait avec le principe de prudence, bien évidemment, puisque nous travaillons sur une base où nous ne savons pas si c'est 5%, 10% de ce qui est à savoir sur notre cerveau. On voit qu'aujourd'hui encore, sur quelque chose finalement d'aussi simple que le génome, 3 milliards de paires de bases, on en découvre tous les jours. Alors sur notre cerveau, 200 milliards de cellules, 50 000 connexions par cellule, je vous laisse imaginer ce qu'il y a encore à découvrir. La tension entre les intérêts individuels, l'individu veut de la sécurité, une protection contre les risques, une protection de sa vie privée, une protection de son autonomie, et puis les intérêts de la société, développement économique, capacité d'accéder à ces neurotechnologies. On pense toujours à l'hémisphère nord. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec le Covid dans l'hémisphère sud. Et pendant que nous en sommes à notre 3e dose ici, 2% de la population africaine seulement est vaccinée, d'où une potentialité d'apparition de nouveaux variants du virus extrêmement important. Pour tout ça, le Nuffield Council avait, dès 2013, dit que nous avions besoin de créativité, d'inventivité, d'humilité et de responsabilité. Parce que nous sommes face aux maladies du cerveau qui représentent 1/3 de nos dépenses de santé. Pour prendre un chiffre en Europe, c'est de l'ordre de 800 milliards d'euros par an pour les seuls pays de l'Union européenne qui sont dépensés pour les maladies du cerveau, maladies psychiatriques, maladies neurologiques. Aux États-Unis, c'est de l'ordre de 9% des dépenses du produit intérieur brut, avec 1,5 trillion chaque année. Donc, des enjeux considérables, évidemment, en termes de souffrance. Je vous rappelle que la première cause aujourd'hui de mortalité dans les accidents cardiovasculaires, c'est les accidents vasculaires cérébraux, que la première cause de handicap chez les jeunes, c'est la sclérose en plaques, et que 13% de la population mondiale souffre de migraines. Donc, on a une vaste palette sans même aller chercher le stress, la dépression, l'autisme. Voilà. Face à ça, il faut comprendre, il faut connaître, il faut être capable d'intervenir. Et dans certains cas, le premier exemple très illustratif, ça a été la stimulation cérébrale profonde pour la maladie de Parkinson, découverte française. Les groupes de Bernard Biolac à Bordeaux, Alim Louis Benhabib à Grenoble, et aujourd'hui, près d'1 million de Parkinsoniens ont été soignés dans le monde grâce à cette stimulation cérébrale profonde qui permet, dans certaines formes de maladie de Parkinson, de retrouver une vie normale. Donc, des potentialités colossales, mais bien évidemment, la mise en question de droits fondamentaux de notre cerveau, car à côté des applications qui redonnent l'autonomie, qui redonnent la dignité, des investissements colossaux, 1 milliard de dollars pour Neuralink d'Elon Musk, 1 milliard de dollars pour Facebook, cherche à utiliser les connaissances pour autre chose, nous passer de notre clavier d'ordinateur, permettre à des enfants, ou soi-disant, d'apprendre mieux à l'école, utiliser ces connaissances pour le neuromarketing, les utiliser dans le domaine du jeu vidéo. Des domaines qui s'éloignent de la santé et qui peuvent mettre en cause un certain nombre de données fondamentales, car ils permettent la réidentification, le mode par défaut qu'il est possible d'enregistrer maintenant avec des appareils simplement EEG peut permettre une réidentification des personnes, ou simplement en récupérant et en compilant les images faciales à partir des IRM, le piratage, la réutilisation non autorisée, la marchandisation asymétrique des données, une extraction de certaines données sensibles, et la question du rapport à l'intimité, à la vie privée, la question d'une possible surveillance numérique, l'échange de certains droits, y compris des biais cognitifs contre certains services, le détournement de certaines informations.
Donc, face à toutes ces possibilités, et je n'ai même pas cité dans tout ça l'amélioration cognitive, car aujourd'hui, elle reste plus de l'imagination que de la réalité. Dans tout ça, il faut penser aux populations vulnérables. J'ai cité déjà les enfants par rapport à l'éducation. Le cerveau de l'enfant n'est pas un cerveau adulte en petit, c'est un cerveau en développement, et c'est un cerveau pour lequel il faudra évaluer l'impact de ces techniques, comme on commence à le faire aujourd'hui avec l'impact des écrans ou de l'intelligence artificielle. Idem pour le cerveau des adolescents. Et la question se posera bien entendu des limites de la normalité. Vous avez peut-être entendu parler des neurotypiques ou des neuroatypiques. Il y a une série télévisée qui met en scène une autiste qui résout des énigmes policières. Bon voilà, qu'est-ce qu'un neuronormal, qu'est-ce qu'un neurodivers? Est-ce que toutes les personnes sourdes doivent être équipées ou non? Est-ce qu'il faut remettre tout le monde dans une certaine normalité? Qui décidera de cette normalité? Je vais m'arrêter là pour laisser à nos panélistes le soin de nous illustrer les merveilles à venir. Georges Kouvas va nous en parler. Les inquiétudes peut-être dans d'autres cas à avoir. Laure Tabouine nous parlera probablement des questions qui sont à mettre en tension. Et je vous remercie tous, non seulement de m'avoir invité, mais de ce très beau numéro qui met bien en scène les enjeux actuels. On a parlé de l'OCDE. Il y aura des réunions prochainement à les Nations Unies pour parler de ces questions des neurodroits. Je pense que ce numéro des Annales ne fait qu'ouvrir un débat et qu'il n'est pas prêt de se refermer. Et que, comme on a eu le génome, comme on a eu l'intelligence artificielle, les neurosciences vont être l'un des domaines de discussion et d'émerveillement de notre présent et de notre avenir. Donc, on va ouvrir la table ronde. Françoise, si tu en es d'accord, et on va tout de suite passer la parole à Georges Kouvas qui va nous parler des travaux en cours au Wyss Institute pour nous montrer un peu les nouvelles potentialités de ces neurotechnologies. Merci, Georges. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je suis le CTO de Wyss Center de Bio and Neuroengineering à Genève. La langue de travail ici, c'est l'anglais. Alors, si vous permettez, je vais faire ma présentation en anglais. A few words for myself to start. I'm the CTO at the Wyss Center in Geneva. I'm an electrical engineer and computer scientist. I have also a master's in business administration, and I'm working in the medical devices business for the last 20 years, focusing lately on neurotechnologies. I'm also a co-founder of a startup in the area of neurotechnologies. Now, regarding the Wyss Center, I don't know how many of you are aware about the Wyss Center, but it is a research center established in Geneva in 2014 with a philanthropic gift from Hans-Jörg Wyss. We are focused in the research related to neuroscience, brain disorders, and our goal is to be translational, to help good ideas from the universities get all the way to the clinic, all the way to the market. We are trying to fill in this gap because often we have very good ideas from universities, from startups that fail to become real products. So this is what we do at the Wyss Center. We are around 50 people strong with different disciplines, and our mode of operation relies a lot in collaborations. Specifically, neurotechnology is a domain that needs many disciplines, so no one can make advancements alone. So we are working a lot with universities in Switzerland, but also in France and all over the world, with hospitals, again, internationally, and with industrial partners. We have three focused areas. So
One is devices. We are developing devices for brain disorders like epilepsy, like paralysis. Then we develop radiology imaging solutions or biology projects. So devices, biology, and imaging. Now, I will speak about the topic of responsible innovation, giving some concrete examples. And if you allow me, I will go directly to the first example. This is an example of a project that we have here at the V Center. It is a project to re-establish communication, to restore communication with patients that lost this ability. In this case, we have a clinical trial in Germany with a patient that is suffering from amyotrophic lateral sclerosis. This is a condition that gradually prevents muscle movement from taking place. So at the late stage of this condition, people are suffering from a syndrome that is called complete locked-in syndrome. So basically, the muscles of the body are not moving at all, while the brain is still functional and the cognitive capabilities are there. So for this patient, we implanted 2 electrodes array on top of the motor cortex in order to be able to restore communication with this patient using his brain signals. And in fact, it is now more than 2 years. We managed to restore the communication. The patient can think, and by thinking and moving his brain signals, he can answer simple questions that require a yes or no answer. And in that way, he can communicate with his family, with his kids, and we are really proud about that. We are not only the only ones doing that, but it's a very concrete example. And this example is raising a lot of ethical questions, like, for example, accountability and responsibility. Who is now accountable in turning on or turning off this device? In this specific case, we talk also about opportunities. We had the opportunity to really ask the patient using the brain signals if he's consenting to this, if he's giving his consent to this type of communication. And we were happy to hear yes from him. We were asking also the patient if he's happy about that, and the patient was answering yes to that. So this brings a lot of ethical questions and opportunities. Also the question about privacy and security, who has access to the data? Also about equality of access, why this patient is having access to the technology and not other people. And then another very active question that we are facing now is, for how long should we keep this? For example, now we have established more than 2 years of communication with using this system. The patient still lying on the bed. So what is the responsibility for a long-term solution to these people? Can we explant the devices or not? These are very important questions, and we are actively into them. A second example that I want to present is in the area of photobiomodulation. We mentioned before Professor Benabid from Grenoble, who has established a technology called deep brain stimulation with electricity. So here we are talking about a stimulation with light, not with electricity. So it's an evolution of the DBS idea, and it has the potential to treat disorders like Parkinson's and like Alzheimer's. So we have a project in this area. We are starting with preclinical activities with the objective, again, to bring this technology to humans. And this technology is bringing other ethical questions, other ethical considerations, like, for example, how about the unintended use of this technology? Should we consider this alongside the therapeutic use? For example, what if this technology is used by healthy people to improve their cognitive capabilities in education, at the workplace,
or in military situations. We need to very carefully consider these questions. So I would like to close my intervention and open it up for questions with some recommendations. We are working also very closely with the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, who have recently published a recommendation regarding responsible neurotechnologies. So a few bullets there. First of all, I think we need to promote inclusivity. The neurotechnologies, they are giving us an opportunity. One specific example that I mentioned is how to bring people back in the society, like the patient that I mentioned who lost the ability to communicate. Neurotechnologies can bring this ability back, therefore inclusivity. The other thing is, I think we need collaborations. We need to consult experts. That's why I'm here as well. We need to open up the dialogue with the society. These are not topics that can be handled only by engineers, only by scientists. We need all disciplines and we need to open up the dialogue. Again, broad public discussion is very important. We are at the early stages of that. We need to integrate all these ethical considerations from the beginning of these developments, not at the end of these developments. And this is what we try to do at the VIS Center. And at the end of the day, we need to prioritize safety in the development and the use of neurotechnology. And we need also to anticipate unintended use. What if these technologies are used in a different situation? So with that, I would like to thank you again for the invitation. And if you have questions, I will be happy to answer. Thank you very much, George Kouvas, for this presentation, and in particular stressing the question raised by the ethics in the development of your products and services related. I think we keep our questions for the Q&A session at the last part of this roundtable, if you don't mind. Thank you so much. Merci beaucoup. Je pense que l'un des points sur lesquels nous pourrons parler, c'est la valeur de la délibération. Vous parlez dans votre présentation de discussion sur ces sujets qui peuvent porter à conséquence en termes de sécurité ou de sûreté, notamment sur l'usage des données. La notion de délibération, je la suggère pour la suite des questions et des réponses. Nous allons maintenant, si vous voulez bien, passer à la présentation faite par Rémi Duchalard, qui a signé un article avec Amaury Buguet sur une vision simplifiée transmise au cerveau par la peau, retour d'expérience du projet Sixième Sens, dont il est chef de projet. Rémi, vous êtes du côté de la bienveillance, vous vous inspirez des jeux vidéo pour écrire dans le cerveau et rendre service à des malvoyants. Nous vous écoutons pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Donc nous, notre objectif, c'est de faire percevoir les malvoyants et les non-voyants l'environnement. Donc nous, on voit en couleur avec les luminosités et les profondeurs. Donc nous, notre objectif, c'est de transmettre uniquement le relief aux non-voyants, parce que c'est la seule information importante. Donc pour ce faire, en fait, on a développé une sorte de patch qui se porte comme une ceinture. On envoie des informations au niveau des lombaires. Et ces informations sont envoyées au cerveau. Et l'objectif, c'est d'envoyer des informations qui correspondent au mieux au cerveau pour qu'elles soient au mieux comprises. Donc nous, on a un système d'affichage qui est assez basse résolution. Et l'objectif, c'est que l'utilisateur puisse exploiter au mieux ce système d'affichage. Donc actuellement, on est capable de voir des images assez simples. Donc on est capable de se promener dans la rue sans problème, de voir des escaliers, de repérer des objets, reconnaître une voiture. Enfin, pas c'est le modèle de la voiture, mais reconnaître que c'est une voiture, un peu le type de voiture. Donc on a une résolution qui est assez simple. Donc les deux difficultés, c'est comment transformer l'environnement pour qu'il soit facilement compris par le cerveau, donc qu'il prenne le moins de place possible. Donc on est vraiment dans la compression de données comme sur un ordinateur pour que ça prenne moins de place. Donc comment compresser les données pour en avoir moins en envoyer au cerveau et pour que le cerveau le comprenne au mieux. Donc il y a deux optiques, donc c'est la compression des images, donc c'est les transformer. Et la deuxième information, c'est comment envoyer les bus d'informations via les nerfs sensitifs jusqu'au cerveau. Donc
le problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est plutôt un avantage, mais c'est très difficile à comprendre, c'est que le cerveau s'adapte aux informations qu'on lui envoie. Donc, il y a énormément d'apprentissage. Donc, il y a des tests de signaux qui sont envoyés au cerveau qui donnent de très mauvais résultats au début. Et après 10 minutes, 1 heure d'apprentissage, on obtient d'excellents résultats. Donc, là-dessus, c'est très compliqué puisqu'il y a très peu de documentation sur comment envoyer des informations, des images au cerveau. Et donc, c'est énormément de tâtonnements et un peu de réflexion. Donc, l'avantage, c'est que nous, on utilise notre cerveau au quotidien, mais ça n'aide pas vraiment. Enfin, c'est pas suffisant pour arriver à savoir ce qu'il faut envoyer au cerveau exactement. Nous, le système, on le connecte à des caméras qui sont mises sur des lunettes. Donc, ça va rien de se déplacer dans la rue. Mais les premiers tests qu'on a fait, c'était dans des jeux vidéo sur un ordinateur. Donc, il n'y avait pas d'écran, il y avait juste un clavier et on se déplaçait juste avec le clavier et le patch. Donc, c'est un dispositif qui peut se connecter à tout ce qu'on veut. Donc, nous, on affiche des images qui représentent l'environnement, mais on peut imaginer tout type de signaux qui sont envoyés. Donc, nous, le système d'information qui est envoyé, c'est des images. Donc, c'est spécialisé pour les images et on ne pense pas que ce soit adapté pour envoyer d'autres types de signaux, par exemple du son ou choses comme ça. On ne pense pas que ce soit possible. Après, le problème, c'est qu'on est au tout début d'un projet, qu'on a un prototype qui est fonctionnel, mais le problème, c'est toutes les possibilités, toutes les opportunités qui sont derrière. Quelles seront les différentes applications derrière? Nous, pour l'instant, on se focalise uniquement sur la vision, c'est le truc le plus utile et ce qui pourra révolutionner, on espère, la vie de nombreux non-voyants. Mais est-ce qu'il y aura des applications qui seraient tout autres, qui pourraient être un peu moins utiles? Donc, il y a des applications, on peut imaginer facilement pour les pompiers, pour voir dans les environnements fumés, ou l'armée pour voir où sont les collègues pour protéger. Mais après, il y a forcément d'autres applications qui peuvent être un peu moins bienveillantes et c'est très compliqué. Surtout que notre dispositif, c'est comme un dispositif électronique, ça peut se faire hacker. Donc nous, l'avantage, c'est que vu que c'est un patch, il suffit de l'enlever. Mais après, il y a toute la problématique pour les dispositifs qui sont peut-être un peu plus invasifs. Ou comment fait-on si un dispositif se fait hacker ou qu'il y a un problème et qu'il est dans le patient et que ça devient, enfin, du coup, ça devient des problématiques. Nous, dès le début, on voulait que ce soit quelque chose qui puisse être non dangereux pour pouvoir, déjà que le projet puisse vivre parce qu'on est une jeune start-up et donc financièrement, faire un projet sur 10 ans, c'est impossible, mais aussi de pouvoir être sûr que derrière, il n'y ait pas des applications où on s'en mord un peu les doigts et qu'on regrette d'avoir développé le projet. J'espère que j'ai été clair et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, effectivement, vous êtes une start-up, donc vous démarrez. Vous avez également donc conscience des possibilités d'utiliser ce que vous avez développé donc, pour mettre en relief, si j'ai bien compris, dans le cerveau des non-voyants ou des malvoyants, des aires de circulation dont ils auraient besoin. Et donc, ce qui nous intéresse aussi dans votre approche, c'est le fait qu'une start-up ou une PME n'a forcément pas la disponibilité ni les moyens de travailler sur un cadre de référence ou un cadre de valeur, et par contre peut être tout à fait pertinente pour poser les bonnes questions en termes d'éthique, quitte à ce que ce ne soit pas elle qui y réponde, mais qu'elle puisse mettre en délibération ou en société les questions qu'elle se pose. Donc, je trouve que votre projet est très puissant de ce point de vue-là. Nous allons passer maintenant la parole donc, à notre troisième intervenant, qui est plus sur les technologies du Nudge. Donc, Eric Singler, Managing Director de l'unité Nudge de BVA Group. Eric Singler, vous êtes beaucoup intervenu, je crois, dans votre pratique professionnelle, notamment dans les problématiques d'acceptabilité de la vaccination, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est que vos travaux démarrent sur les sciences comportementales et que dans l'article que vous avez bien voulu nous présenter dans ce numéro des Annales des mines, vous faites clairement référence au fait que c'est la puissance régulatrice qui doit fixer les bornes. Et donc, je vais vous donner la parole pour une dizaine de minutes, de façon que vous nous expliquiez où vous en êtes en matière d'avancer sur ces sciences comportementales et d'utilisation du nudge, et comment vous exprimez cette problématique d'éthique qui peut s'y trouver reliée. Nous vous écoutons. Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Alors, je dois vous confesser
que je ne suis pas sûr d'être à ma place entre de brillants chercheurs. Je suis un pauvre praticien, et un praticien même pas des neurotechnologies, mais je tente d'appliquer les sciences comportementales et ses enseignements en utilisant parfois des neurotechnologies. Je vais donc essayer très humblement de partager avec vous un état de l'art sur le nudge, l'application des sciences comportementales, ses liens avec les neurotechnologies et bien sûr les questions éthiques qui sont posées, parce qu'il y en a, à mon sens, beaucoup et d'importantes. Alors, premier point, effectivement, je suis directeur général d'un institut d'études et de conseil qui s'appelle BVA, et j'ai créé en 2013 une entité qui s'appelle la BVA Nudge Unit, qui travaille sur l'application des sciences comportementales. Alors, un mot sur le nudge, c'est d'abord un grand livre qui a été publié en 2008 par quelqu'un qui s'appelle Richard Taylor et son collègue Cass Sunstein. Richard Taylor est maintenant prix Nobel d'économie qu'il a reçu en 2017. Nudge, ça veut dire coup de pouce. On a un objectif dans la vie en nudge. Il y a un comportement A qui est censé être néfaste pour un individu ou pour la collectivité, et on va tenter, je vais essayer de dire comment, d'encourager, c'est un mot très très important pour nous, d'encourager l'adoption d'un comportement qui est bénéfique pour l'individu, la communauté ou la planète. Donc ce qui nous intéresse, c'est le changement de comportement, et on est focalisé sur l'efficacité dans ce changement de comportement. Sur quoi s'appuie-t-on? Donc, ce livre, publié en 2008, l'idée géniale qu'il y a, à mon sens, derrière, c'est de dire, voilà, depuis 40 ans, une science, alors au niveau académique, qu'on appelle la behavioral economics, l'économie comportementale, qui s'est élargie aux sciences comportementales, s'est intéressée depuis les années 1974, avec la publication d'un article par Daniel Kahneman et Amos Tversky, s'est intéressé à essayer de comprendre les facteurs qui influencent nos décisions, les facteurs psychologiques, les facteurs environnementaux, les facteurs émotionnels, les facteurs sociaux qui influencent nos comportements et nos décisions, en remettant progressivement en cause, en question, ou en tout cas challengeant, une théorie dominante qui est celle d'un humain rationnel qui, face à des options de choix, sélectionne, après une analyse, on va dire, des avantages et des inconvénients de chacune des options, qui va sélectionner l'option qui maximise, comme disent les économistes, son utilité, de manière très rationnelle, je dirais, et froide. Les chercheurs en sciences comportementales ont progressivement, au travers d'expérimentations de terrain, observant les vrais gens dans la vraie vie, dans leur processus de décision, avec des méthodes qui sont souvent des méthodes de groupe contrôle et un ou plusieurs groupes tests pour essayer d'isoler des variables, puis d'essayer de voir ce qui se passe dans la vraie vie au-delà de ce qui se passe dans les laboratoires, ont progressivement démontré que nous sommes très loin de ce homo economicus et que nous sommes influencés par, à mon sens, ce qu'on ressent tous, mais parfois ce qu'on ressent n'est pas la réalité, nos émotions, nos rapports aux autres, ce que font les autres, ce que disent les autres. Nous sommes des êtres profondément, éminemment sociaux. Et puis, les interactions avec un environnement, c'est-à-dire qu'on peut changer de comportement face à la même décision parce qu'on est dans un environnement physique ou psychologique qui n'est pas identique, et puis ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui sont des mécaniques qui vont nous influencer, souvent de manière inconsciente, dans des directions et dans des jugements qui peuvent aller à l'encontre de nos intérêts propres. Donc en gros, le nudge s'appuie sur cette compréhension de la décision humaine et des comportements humains pour chercher, et c'est très clair, il faut l'être, nous cherchons à influencer les comportements. Alors, influencer les comportements, et ça va, on va le voir, poser une grande question du point de vue éthique, de manière à encourager, encore une fois, les individus à adopter des comportements qui sont bénéfiques. Alors, je vais le dire tout de suite, j'y reviendrai.
Donc, il y a des questions comme assez fondamentales, hein, qui est légitime à dire ce qu'est un comportement bénéfique. Alors, il y a un certain nombre de questions. Vous mentionnez, Françoise, le travail que nous faisons depuis le début de la crise auprès du gouvernement pour encourager un certain nombre de comportements. Alors, bien sûr, depuis 8-9 mois, c'est très centré sur la vaccination. Nous considérons, mais peut-être que ça se débat, qu'à partir du moment où la communauté scientifique considère que la vaccination est la meilleure façon de lutter contre la crise, en tant que spécialistes de l'application des sciences comportementales, nous ne sommes pas à même de questionner ça. Nous allons prendre ça comme une donnée et tenter de faire ce pourquoi on est censé être apte, encourager l'adoption de nouveaux comportements avec un outil, cette approche nudge. Cet outil, c'est une méthode qui se veut, si on appelle ça les sciences comportementales scientifiques, c'est-à-dire je pars de la compréhension des comportements humains, c'est-à-dire vraiment d'études qui peuvent être des études ethnographiques, qui peuvent utiliser des outils et des neurotechnologies pour aller au-delà des mots dont on sait la limite. On va essayer de comprendre quelles sont les micro-barrières, quels sont les freins qu'on pourrait lever et qui font que des gens qui ont plutôt envie de ne pas mourir ne souhaitent pas se faire vacciner. Donc, on a besoin de comprendre à fond, et c'est simplement quand on a compris à fond qu'on va essayer d'identifier des idées qu'on appelle nous des interventions, des nudges, dont on va penser qu'ils vont pouvoir solliciter les gens, c'est eux qui décident à la fin, et ensuite on va essayer de tester entre les différentes interventions, celles qui sont de nature à être les plus efficaces par rapport à notre objectif. Donc voilà en gros ce qu'est le nudge. Alors ça amène à des choses qui peuvent être très simples. Plutôt que de dire allez vous faire vacciner, vous pouvez montrer le président Macron ou Olivier Véran ou Jean Castex ou Kylian Mbappé en train de se faire vacciner. Si vous avez peur et considérez qu'il y a un risque à la vaccination, quoi de plus convaincant que de voir quelqu'un en train de se faire vacciner? Si vous pensez qu'il y a un risque, ça veut dire que ce quelqu'un, il met sa peau en jeu et il vous le montre. C'est ce qu'on appelle bien sûr les rôles modèles. On peut utiliser aussi au fur et à mesure du développement les normes sociales. Quand on dit il y a 10 millions de Français, il y a 20 millions de Français, il y a 30 millions de Français, il y a 1 milliard de citoyens dans le monde qui se sont fait vacciner, ça peut, si on ne l'a pas fait, interpeller, nous on appelle ça créer des points de décision. Si beaucoup de gens l'ont fait, soit je considère qu'ils sont tous complètement stupides, soit ça peut m'interpeller et me faire poser la question, c'est ça qu'on souhaite. Il y a quelque chose qu'on sait aussi, que le grand mantra en nudge, c'est si vous voulez influencer quelqu'un pour l'encourager à adopter un comportement, rend ce comportement facile. D'où la multiplication des points de vaccination. Parce qu'à chaque fois, si c'est facile, à un moment, si vous le souhaitez bien sûr, peut-être que vous allez le faire. Et plus vous multipliez ces points, plus vous créez des probabilités, des opportunités de passer. Donc, on a essayé tout au long de ces mois de réfléchir à l'utilisation d'interventions qui, au-delà de l'information et la conviction, on a continué à informer, on a continué à convaincre, mais d'essayer de dépasser les biais, par exemple dans une campagne de communication dont vous vous souvenez peut-être, où on voyait une gentille grand-mère sur son canapé qui voit ses deux petits-enfants se précipiter pour elle pour l'embrasser, et on s'aperçoit un peu plus tard dans le film qu'en fait, elle est en train de penser à ce moment-là et elle est en train de se faire vacciner. Nous, on appelle ça essayer de rendre visible, tangible et immédiat des avantages futurs, sachant que les avantages futurs, souvent, ils ne sont pas suffisamment motivants. Donc, comment rendre immédiat pour les rendre vraiment motivants les avantages qui sont liés à un comportement que j'aurais maintenant, c'est combattre ce que nous, on appelle le biais du temps présent. Donc, je m'arrête là sur la description, sur les questions éthiques que ça pose, bien sûr, de très nombreuses questions éthiques, et les nudgers sont les premiers. Cass Sunstein, qui est le co-auteur de Nudge, a écrit tout de suite après un livre qui s'appelle The Ethics of Influence. Nous travaillons beaucoup sur
à partir du moment où on revendique de l'influence, et maintenant c'est plus de 200 organisations publiques qui travaillent en utilisant les sciences comportementales, hein, du gouvernement américain, anglais, français, japonais, etc. Donc, c'est devenu quelque chose qui est une révolution dans les sciences comportementales, mais dès lors qu'on revendique de l'efficacité, bien évidemment, les questions se posent, puisque cet outil peut être utilisé, il faut le dire, pour le meilleur ou pour le pire. C'est ce que Richard Thaler appelle le nudging for good ou le nudging for bad. Nudging for good, vous essayez de faire en sorte que les gens prennent des bonnes décisions, qu'ils prennent eux-mêmes des bonnes décisions pour eux, tout en ayant la totale liberté de sortir de la recommandation qu'on fait. Il peut aussi être utilisé de manière néfaste, c'est-à-dire cette compréhension des facteurs d'influence du comportement humain, être utilisé de manière à encourager un comportement qui, pour une entreprise, par exemple, puisque de très nombreuses entreprises commencent à utiliser le nudge, hein, Google, Facebook, Bank of America, etc., ont des équipes dédiées de spécialistes en sciences comportementales. Bon, pour nous, on essaye de développer des guides éthiques autour de l'usage, autour de la transparence, autour de la possibilité de ne pas suivre la recommandation et d'en sortir facilement, de préservation de la liberté de choix. C'est des questions très, très importantes et c'est là où je pense que le besoin de régulation est important. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour vraiment cette présence, et je vous confirme que vous avez absolument toute votre place. Elle est peut-être même centrale en termes de débat sociétal dans cette table ronde et dans ces sujets. Peut-être qu'un jour, dans les places publiques ou les réseaux sociaux, au lieu d'avoir « vous êtes filmé », vous aurez peut-être la pancarte « vous êtes nudgé ». Mais bon, ça reste à déterminer. Donc, nous vous gardons, ainsi que tous les membres de la table ronde, pour les questions qui viennent. Il est clair que votre présentation, d'une certaine manière, renvoie l'intention sur le donneur d'ordre et d'une certaine manière aussi renvoie donc la problématique éthique sur la relation entre le donneur d'ordre et le technicien du nudge dans sa voie d'optimisation de la réponse souhaitée, hein, quelle qu'elle soit. Voilà, donc jusqu'à quel point est-ce qu'on peut renvoyer la responsabilité de l'intention sur le donneur d'ordre, ou est-ce que dans le dialogue peuvent se passer un certain nombre de délibérations qui sont relatives à des standards qui pourraient être déterminés par un dialogue sociétal à un moment donné. Alors, si ce n'est par les lois bioéthiques, peut-être par d'autres dispositifs. Point d'interrogation, mais j'ai trop parlé. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Laure Tabouy, donc chercheuse en neurosciences neuroéthiques. Et donc, elle a la délicate responsabilité de tenir en 10 minutes, premièrement. Deuxièmement, d'ouvrir sur la session questions-réponses par ses propres interrogations. Laure, à vous. Et puis, du coup, je vais terminer. Beaucoup de choses ont été abordées en termes de questions éthiques, que ce soit au niveau de la vision, au niveau des pathologies telles que l'Alzheimer, le Parkinson, l'épilepsie, l'autisme, le TDAH. Et puis, les questions éthiques sur le nudge que soulève le nudge sont extrêmement importantes. Du coup, ça ouvre effectivement ces questions de neuroéthique. La neuroéthique, c'est une discipline assez nouvelle qui est née vers les années 2000-2002. Comme a dit Hervé tout à l'heure, par le biais de projets internationaux, le NIH Brain Project ou le Human Brain Project. Et aujourd'hui, le projet qui englobe le tout, qui est l'International Brain Project, une Brain Initiative, pardon. Et toutes ces questions, en fait, elles soulèvent une vraie question, finalement, une vraie question centrale qui est quel monde on veut, quel monde nous voulons demain, quel monde nous dessinons demain, qu'est-ce que nous pouvons et jusqu'où nous devons aller, jusqu'où nous pouvons aller, comment l'utilisation de ces neurotechnologies, finalement en modifiant cette structure qui est le cerveau, ces structures synaptiques et le fonctionnement des réseaux et des processus cérébraux va influencer la personne humaine, le comportement humain, les humeurs et tout ce qui est et tout ce qui fait la personne finalement dans son intimité propre. Et puis ça c'est une question.
Et puis, dans cette question, il y a plein d'autres questions qui est finalement, côté chercheur, finalement, quelles sont la place des chercheurs dans toutes ces innovations? Comment est-ce qu'ils se sentent responsables? Finalement, c'est la notion de responsabilité, la notion de légitimité, comme a dit Eric et Rémi tout à l'heure. Comment est-ce que finalement cette légitimité, cette responsabilité, comment est-ce qu'elle se distribue, qui va être responsable des enjeux, qui va être responsable de quand ça va pas bien, quels sont, voilà, et comment on définit cette responsabilité. Et c'est un fait, c'est l'arrivée finalement extrêmement rapide de ces neurotechnologies dans le monde commercial, finalement fait que ça met le monde de la recherche face à aussi ses propres responsabilités. Et la neuroéthique, finalement, cette discipline neuroéthique, elle a été fondée pour ça aussi, pour réveiller aussi le monde des neuroscientifiques et le monde neuroscientifique pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Et comme a dit Georges au début, c'est vraiment, finalement, il va falloir travailler sur cette notion d'éthique en amont, vraiment au départ de tous les projets et pas à la fin où on se rend compte que finalement, à la fin, toute fin, il va falloir se projeter sur ces questions éthiques. Pour vous en dire un tout petit peu plus, quelles sont ces questions éthiques? Il y a beaucoup de questions. Ça peut être des questions autour donc, de la responsabilité, autour de l'autonomie, la vulnérabilité, parce qu'on voit bien aussi que ce qui se dessine avec ces neurotechnologies, c'est aussi un peu un warning, un danger finalement, un peu de manipulation des personnes, jusqu'où on va aller finalement. C'est l'énorme question aussi de ces données cérébrales. Qu'est-ce qu'elles sont? Comment est-ce qu'elles sont stockées? Comment est-ce qu'elles vont être utilisées? Quels vont être les usages de ces données cérébrales? Quelles en sont aussi les significations de ces données cérébrales? Le monde neuroscientifique travaille dessus, mais les neuroscientifiques travaillent vraiment dessus, mais voilà, il y a énormément de questions qui restent en suspens aujourd'hui. Il y a aussi ces questions de neuromarketing et de l'utilisation finalement commerciale à des fins de bien-être de ces neurotechnologies. Comment est-ce que ces commercialisations de ces neurotechnologies vont rentrer en connivence, vont rentrer en dialogue avec ces neurotechnologies à des fins de thérapeutique, à des fins médicales? Parce que finalement, ces deux mondes, actuellement, les laboratoires de recherche travaillent sur des neurotechnologies à des fins médicales, et puis finalement, celles qui sont commercialisées aujourd'hui comme Melomind chez Boulanger, finalement, se trouvent être à des fins de bien-être. Donc, qu'en est-il finalement des autorisations mises sur le marché? Voilà, comment est-ce qu'on va se retrouver finalement en diapason? Comment est-ce qu'on va mettre le diapason par rapport à ça? Et ça va, voilà, et c'est en ça que cette recommandation de l'OCDE de 2019 ouvre toutes ces questions-là. Alors, la recommandation de 2019 va ouvrir finalement d'autres papiers qui, en 2021, il y a une grande publication sur les recommandations sur le développement responsable et les neurotechnologies de Göring et collaborateurs qui finalement ouvre aussi cette question de neurodroit. Hervé l'a dit tout à l'heure, le neurodroit est finalement un nouveau mot, finalement. Finalement, c'est le droit du cerveau. Comment est-ce que, et au Chili, ce neurodroit a été, le Chili a été le premier pays au monde à intégrer, et le premier pays au monde à intégrer maintenant. D'ailleurs, c'est entre avril et août, cette notion de droit, de notion de vie privée mentale. Alors en philosophie, quand on parle à des philosophes, on se dit waouh, il va falloir définir cette notion de vie privée mentale. Mais c'est le premier pays au monde à avoir intégré dans sa constitution cette notion de vie privée mentale. Donc finalement, et c'est ce que l'interrogation de Rémi tout à l'heure, c'est finalement pour les Chiliens, il va être difficile d'hacker leur cerveau. Donc pareil, il va falloir définir cette notion de hacker du cerveau. Mais en tout cas, c'est une prise de conscience générale
nationale, européenne et internationale que pour les scientifiques, les neuroscientifiques, il va falloir prendre ses responsabilités et qu'il va falloir réfléchir à la notion de responsabilité face à nos neurotechnologies, face aux innovations que l'on est en train de faire, à nos recherches qu'on est en train de faire dans les laboratoires. Et finalement, c'est aussi une responsabilité que la société doit avoir face à ces innovations. Et c'est aussi les responsabilités que les commerciales, les industriels, les startups doivent prendre leurs responsabilités aussi face à ces innovations et que c'est ensemble finalement, et c'est le lien de cette Task Force finalement, de mettre ensemble, et c'est le but de cette Task Force de 2021, mais c'est aussi dans une correspondance de Nature Biotechnologie qu'a co-signé plusieurs pays dont la France, finalement d'inviter ce monde privé et ce monde public finalement à se mettre autour de la table et à réfléchir. Et c'est en lien aussi avec ce mouvement de neuroéthique qui invite très largement au niveau mondial à réfléchir à ces lois. Et c'est en ça aussi que la loi bioéthique 2020, cette révision de loi bioéthique qui a démarré en 2018, et c'est un peu l'amendement du 2 août voilà, qui est en train d'être vraiment remis sur la table. Donc c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans un moment où on est en train de réfléchir. Mais c'est une invitation, totale, une invitation aux chercheurs, une invitation à la société, une invitation aux commerciales et aux industriels de prendre ses responsabilités et finalement de réfléchir autour de la même table à toutes ces notions qu'est le libre arbitre, l'autonomie, la vulnérabilité des personnes. Et finalement, qu'est-ce qu'est l'être humain, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est le cerveau et c'est finalement le seul organe extrêmement important, l'organe qui n'a pas encore été touché et qui est très important. Donc, voilà. Merci. Et votre conclusion? Donc Hervé, si tu veux prendre la parole. Je crois qu'on va tout de suite ouvrir le débat parce qu'on a déjà des questions et je pense que Raja Chatila, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, pose tout de suite aussi bien à Eric qu'à Georges la question centrale qui est celle de l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie du sujet et par rapport à ce qu'on commence à comprendre du cerveau et du fonctionnement du cerveau, comment, à travers le respect de l'autonomie, respecter la dignité. Donc, Raja pose à Eric la question des limites de l'autonomie par rapport au nudge. Est-ce que dans ce pouvoir d'influence, on respecte l'autonomie de choix du sujet ou est-ce qu'on essaye de biaiser son choix? Et il pose la question à Georges de la même façon. Est-ce que dans la manière d'utiliser certaines neurotechnologies, on ne se substitue pas à la capacité d'action du patient, voire même on prendrait les décisions à sa place? Voilà, comment est-ce que dans le design de ces expériences ou dans le design de ces technologies, on imagine le respect de la dignité de la personne, le respect de son autonomie, voire on l'encourage, voire on essaye de réfléchir à améliorer encore cette autonomie. Alors, Eric, puisque la première question était pour vous, peut-être commencer où s'arrête une influence externe et où commence une manipulation. Puisque en français, on a les deux termes influence et manipulation, où placez-vous la barrière? Et puis ensuite, on demandera à Georges aussi comment il se positionne par rapport à cette question de l'autonomie. Avec le micro, c'est mieux, Eric. Bon, le piège classique, d'accord. D'abord, je voulais dire quelque chose qui est très, très important pour notre petite communauté, qui est, nous sommes fondamentalement pour le développement de l'esprit critique. Éduquer, former, faire comprendre, par exemple, je suis personnellement favorable, en petite classe, ma fille est professeure des écoles, on apprend tout un tas de choses très intéressantes,
pourquoi pas apprendre également ce qui est un biais le plus tôt possible pour éduquer en amont, tout en reconnaissant les faiblesses de l'éducation. On sait bien que la puissance d'un certain nombre de ces biais est telle que ce n'est pas parce que je suis informé que je n'en suis pas victime, un peu comme un mirage ou comme une illusion d'optique, on la voit toujours, même si on sait que c'est une illusion. Et souvent, la puissance des biais, c'est ça. J'ai du mal à résister à un avantage à très court terme, y compris en renonçant à un avantage beaucoup plus important à long terme, et on peut expliquer tout un tas de choses de nos comportements vis-à-vis de la prévention médicale ou de nos comportements en matière d'éco-responsabilité, juste parce qu'on n'est pas capable de résister à des avantages à court terme. Donc, ce que je veux dire en un, c'est on est pour le développement de l'esprit critique, c'est pas les nudgers ne sont pas du tout sur une position qui est on remplace l'éducation. Nous sommes, et tous les profs qui ont développé le nudge sont en faveur de l'éducation. Ça, c'est le premier point, mais je pense qu'il est intéressant et important de le préciser parce qu'on est souvent caricaturé, vous trouvez que les gens sont bêtes, donc vous construisez des environnements qui leur permettent de prendre des décisions. Non, on sait les limites que nous avons tous et en parallèle des efforts fondamentaux qu'il y a à faire en éducation, on essaye de construire des environnements qui vont encourager l'adoption des comportements que les gens ont envie d'adopter. En gros, nous, notre objectif, c'est on a des intentions, sauver la planète, se soigner, mettre sa ceinture de sécurité pour ne pas mourir d'un accident de voiture. On vient de le faire pour les jeunes enfants en multipliant par 2,4 par nos interventions le taux de port de la ceinture de sécurité dans les cars scolaires. Donc, c'est important de reprendre ça. Le deuxième point, et je m'arrêterai peut-être là, c'est en gros, il faut aussi reconnaître le fait que rien n'est neutre. On me livre, je ne sais pas, une imprimante, elle est réglée noir et blanc ou en couleur. Et ça va avoir une influence énorme, c'est ce qu'on appelle, nous, tout ce qui est option par défaut, la taille d'une assiette, la taille d'un verre, ça va avoir une influence sur ma consommation, sur mon obésité, les gens qui m'entourent, tout ça a une influence. Ce qu'on dit, c'est, partant de ce principe, pouvons-nous essayer de construire ce qu'on appelle des architectures de choix qui vont plutôt encourager les gens à adopter un comportement qui est positif pour eux, tout en leur donnant la possibilité, c'est le point que vous souleviez et je m'arrêterai là, d'exercer leur autonomie en étant pleinement en capacité de faire totalement autre chose que ce qu'on considère être bien et de rendre aussi facile qu'il est possible le rejet de ce qu'on recommande au travers de la transparence, au travers de « oui, on a envie de te faire vacciner, tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Oui, on fait ça, on ne cache rien. On essaye d'être transparent sur l'objectif, transparent sur les méthodes, dit voilà, le pass sanitaire, voilà l'objectif, etc. » Donc, on essaye le plus possible de respecter une charte autour de la transparence, autour de la capacité de sortir pour être le plus éthique possible. Mais tout ça se discute et tout ça doit, à mon sens, et je m'arrête là, être non pas est-ce que le nudge est éthique ou pas, c'est est-ce que telle mécanique pour telle cible, dans telle circonstance, respecte les fondamentaux de transparence, de liberté de choix, de sortie, etc. Merci beaucoup. Nous avons 3 demandes de parole. Je vais passer la parole successivement à Bernard Poulain. On avait demandé à Georges aussi. Ah, d'accord. Alors, OK, on va commencer par écouter Georges Couvas et après, nous passerons la parole dans cet ordre-là à Bernard Poulain, Thomas Morin et Jean Schwab. Merci. The question was about autonomy and about how to avoid the possibility to control the behavior of a person using implantable devices. It's a very valid question. In this question, we are not totally in the wild right now. There are already regulations in place when it comes to implantable medical devices. The new regulatory framework, the MDR, is already giving us some tools in terms of tests that need to be done in advance in terms of cybersecurity, biocompatibility, all the tests that
are required to take in place. However, having said that, I think we need to go above that. There are more things coming up, and I will explain. For example, consent form, we need to go above that. There is the consent, the patient is giving the consent, but we have seen cases, for example, with implantable devices that a company that was providing the device then went bankrupt. And therefore, some implantable devices that already in people had to be explanted. So how the society should react in this case when a device is working and it is benefiting people, and then the company that is operating the device is going bankrupt and the people have to be explanted. So there's a big ethical question there and how the society can address it. So consent form is not enough. We need to go above that. We need to go about how the consent is given during the operation. Who has the ability to explant a device that is working? Regarding the data as well, another point that I think was mentioned by Laure before is what other data can be identified, because it's not only by recording brain signals, you might reveal other information like, for example, the brain state. Is the person asleep? Is the person awake? Also medications. You can, so it's not about the signals itself, it's also about the information that you can extract from these signals. And that's why I think we need to go beyond the existing regulations and establish new laws, taking into account situations that are more complex than that. Merci beaucoup pour cette réponse. Sachant que la notion d'établir des lois ou de nouvelles lois, je préfère parler de standards ou de cadres d'exercice. La notion de loi est une notion effectivement extrêmement forte. Quand on s'achemine vers les standards internationaux, c'est encore beaucoup plus compliqué. Par contre, la reconnaissance d'un besoin de cadre est absolument critique, d'où l'intérêt de dialoguer avec les parties prenantes pour arriver à voir la partie générique de ce cadre, c'est le cas des recommandations de l'OCDE, et la partie appliquée en fonction des métiers et en fonction de l'évolution aussi des technologies, probablement en respectant le temps de maturation en technique et en compétences sur ces sujets-là. Je voudrais passer la parole à Bernard Poulain, qui est un des co-auteurs, enfin un des auteurs de ce document des Annales des mines. Ensuite Thomas Morin et enfin Jean Schwab, en leur demandant de garder du temps pour les réponses tous les trois et en leur demandant de se présenter d'un mot. Donc Bernard Poulain, s'il peut prendre la parole. Alors voilà, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci pour cette discussion extrêmement intéressante et passionnante. Alors, je suis directeur de recherche au CNRS. Je ne suis pas un spécialiste des neurotechnologies, mais il se trouve que j'ai une position un peu particulière au CNRS en étant responsable de la recherche sur les neurosciences, et donc même si je suis quelqu'un qui travaille plutôt à l'échelle des synapses dans le civil, si j'allais dire, je suis forcément confronté à des questions qui tournent autour des neurotechnologies. Et là, la question que je voulais vous poser, c'est on a des neurotechnologies, elles vont induire des modifications du fonctionnement du cerveau. Alors, ça peut être à des fins réparatrices, et dans ce cas-là, on ne veut pas finalement que ça soit réversible, mais quand on a des actions ludiques qui sont tout autres, il va se poser la question de la réversibilité des choses. Comment est-ce que vous arrivez à l'envisager? Parce que c'est quelque chose qui est central si on ne veut pas faire un dommage irréversible quelque part. J'ai mis une traduction en anglais pour Georges Kouvas s'il le souhaite. Ok, merci. Qui veut répondre parmi les membres du panel? I can try to start answering. So the question is about how we can reverse the situation to the previous state. First of all, I think in order to have the device implanted in humans, there are several tests that need to be done. And a project involving human participants must demonstrate first high scientific quality, integrity. There are preclinical activities, there are animal activities. And there is always a risk-benefit ratio to participants that has to be acceptable in order for the device
to go. So we are talking about clinical trials that need to take place with a lot of participants demonstrating the benefit-risk ratio being positive. Now, having said that, if a patient is implanted with a device, we assume that this will be beneficial. Reversing the situation to the initial state by explanting the device is not something that it's not an easy thing, because of course the device either stimulates or modulates. So there can be situations that have not been foreseen. So reversing the situation back to the original state might not be possible, but implanting the device requires all these tests to be done in front, so for the patient to have access. So we're talking about high benefit versus low risk. Peut-être pour compléter, Oui, même volontiers, si Rémi. ce n'est pas un implant, par exemple, nous, c'est juste un dispositif qu'on peut enlever et remettre. Il y a le cerveau qui s'adapte aux nouvelles informations et du coup, il se modifie, mais vraiment dans son fonctionnement. Et ça, c'est pas irréversible, mais on ne pourra jamais revenir dans l'état précédent parce que c'est beaucoup trop complexe et peut-être personne ne le voudra. Par exemple, si vous apprenez un instrument de musique, vous pratiquez énormément, vous avez votre cerveau qui va se modifier et c'est une modification qui va être à vie et qui va peut-être être à même d'être modifiée à nouveau. Et donc, il y a le cerveau qui se modifie en permanence. Donc, que ce soit nous, on envoie des images, qu'on capte un oui ou un non, il y a le cerveau qui va s'adapter pour envoyer de manière plus efficace le oui et le non parce que l'utilisateur, il voit quand est-ce qu'il fait un oui ou un non. Je suppose que ça marche comme ça. Et donc, il y a le cerveau qui s'adapte. Mais après, le cerveau, si on enlève l'implant, il pourra réutiliser ses capacités pour autre chose. Mais il y aura pas, le cerveau ne va pas revenir comme un bouton reset sur l'état d'avant. C'est juste qu'il y aura à nouveau des choses qui pourront être allouées pour autre chose. Bon, le cerveau, souvent, on dit qu'on ne peut pas atteindre les limites parce qu'il y a des capacités formidables. Ce n'est pas parce que vous jouez hyper bien du piano que vous ne pourrez pas être super fort dans du calcul mental parce que vos capacités sont déjà prises pour le piano. Donc, ce côté réversible, c'est sûr que il n'y a peut-être pas en fait d'intérêt pour que ça le soit, mais il y a le côté réversible où on veut que le cerveau puisse s'allouer à d'autres tâches en arrêtant ces précédentes stimulations. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu autant que faire se peut dans les temps impartis. Je voudrais maintenant passer la parole à Thomas Morin, s'il veut se présenter très succinctement et poser sa question. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc Thomas Morin, je travaille en transformation digitale dans un grand groupe aéronautique. Donc certaines des questions que vous abordez me rappellent plutôt des questions d'intelligence artificielle. Ma question, c'est, en faisant l'analogie avec la chimie, on prend aujourd'hui de l'alcool pour baisser nos inhibitions, du café pour nous concentrer. Je ne parlerai pas d'autres substances, mais clairement, la notion de ce qui est autorisé ou pas a varié dans l'histoire et varie avec la géographie. Si une action ou un traitement neurotechnologique, pour faire simple, mettons non invasif ou en tout cas réversible, est proposé à quelqu'un qui peut juger des risques, pour différents cas, soigner une dépression, facile, s'endormir plus vite, être plus fort aux échecs, voire être plus assertif face à des clients, donc un certain glissement. Est-ce que vous pensez que vous pourrez trouver un consensus social, voire international, sur ce qui est licite, autorisable ou non, ou est-ce que de toute façon, voilà, les gens iront chercher les endroits où ils obtiendront ce qu'ils cherchent? Excellente question. Laure, Merci, Laure monsieur Morin. peut-être. Non, mais je vais laisser Laure commencer à répondre. Merci Hervé. Ce qui est sûr, c'est que la notion, alors je pense que vous faites allusion un peu à la notion de neurodroit. Ce qui est sûr, c'est que les avancées vraiment dans les avancées des neurosciences et les neurotechnologies en particulier ouvrent de nouveaux dilemmes pour les droits de l'homme. Ça, c'est complètement sûr. Et ça, finalement, ça va mettre en question un peu le concept juridique du libre arbitre, la question de liberté, enfin de responsabilité, finalement de qu'est-ce qu'on va de limiter. Le but, c'est vraiment de pouvoir limiter les abus possibles de l'exploitation des données et l'exploitation aussi des. En fait,
Ce qui est aussi sûr, c'est que les cultures ne sont pas les mêmes, les pays ne sont pas les mêmes. En fait, on envisage en fait, l'internationalisation, enfin, on envisage des neurotechnologies à l'international. Or, ce qu'il faut raisonner, là où il faut un peu raisonner aussi, faire attention, c'est que chaque pays a son droit, a sa culture, a sa manière de faire, a finalement ses définitions aussi des sociétés et de ce qu'on a droit ou pas droit de faire. Donc en fait, évidemment, les gens vont partir ailleurs, c'est ce qui se passe dans les drogues, c'est ce qui se passe dans l'alcool. Ils partent dans les pays limitrophes pour acheter. Évidemment, cette notion de liberté finalement individuelle, il faut qu'elle reste vraiment centrale. En revanche, il faut qu'on fasse attention à peut-être se concentrer aussi sur la France et l'Europe, tout en ayant aussi en tête que chaque pays a sa limite, chaque pays a ses cultures, chaque pays a sa lecture aussi du droit, sa lecture aussi de ce que être responsable, être libre, avoir le libre arbitre. Donc c'est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette notion de neurotechnologie, ces avancées qui sont considérables et colossales, mettre un peu à rude épreuve cette notion de droit de l'homme, ça c'est sûr. Je laisse Hervé finir. Ce qu'on peut dire, c'est que la question, elle est sur la table et tout dépend de quoi on parle. Le groupe Morningside, dès le milieu des années 2010, 2015, 2016, a mis, en plus du respect de la vie privée ou du respect de la continuité cognitive, le droit à l'amélioration cognitive, avec deux aspects dans ce droit, c'est-à-dire la capacité d'exercer sur soi-même un certain nombre de techniques, et de l'autre côté, le fait que toute liberté doit être conçue dans une société comme inclusive, et donc la question de savoir en quoi ce droit à l'amélioration cognitive priverait les autres de quelque chose. C'est toute la question transhumaniste de l'obligation d'amélioration. Vous savez que dans une course cycliste, quand quelqu'un commence à se doper, tous les autres se dopent parce que sinon, ils n'ont plus les mêmes performances. Et la question fondamentale, c'est que ça ne devient plus un droit, ça devient une contrainte et ça devient même un danger. On a vu un certain nombre de coureurs cyclistes mourir sur la route, de la même façon qu'on se demande toujours, quand on regarde le Tour de France, comment certaines performances peuvent être accomplies quand on voit des gens au bout de 150 km déjà de course monter à peu près à la même vitesse un col à 13% où chacun d'entre nous ici mettrait le pied à terre au bout de 10 mètres. Donc, c'est des questions qui sont ouvertes et qui mettent en tension un certain nombre de droits individuels et la possibilité d'exercer des droits individuels avec la possibilité pour la société de déterminer des limites. Vous savez bien, par exemple, que votre corps ne vous appartient pas. Vous faites ce que vous voulez de votre corps, vous pouvez le maltraiter en buvant de l'alcool outre mesure ou en le torturant d'une façon ou d'une autre, mais vous n'avez pas le droit de vendre un rein ou de vendre un morceau de votre corps. Il ne vous appartient pas en termes patrimoniaux. C'est contraire à notre définition constitutionnelle de la dignité de la personne. Donc, toujours cette balance entre les droits que peut exiger l'individu et la manière dont la société décide de mettre un certain nombre de barrières au regard de ce qu'elle considère comme la dignité des personnes. Donc, boire un café, c'est considéré comme sympathique, voire même encouragé dans les entreprises. Se shooter avec des drogues plus ou moins licites est aujourd'hui considéré comme non valable, sauf pour des militaires sur le terrain d'action pour rester éveillés, sauf quelques solitaires quand ils font la course autour du monde pour rester éveillés aussi debout dans la tempête. Donc vous voyez, c'est les différentes manières qu'on a de considérer l'amélioration cognitive. Si tant est que le fait de boire du café soit une amélioration cognitive, c'est une amélioration de l'éveil, mais certainement pas de la performance cognitive. Merci.
Merci aussi Hervé et Laure pour ces réponses. Viennent derrière les questions relatives au niveau de subsidiarité, c'est-à-dire à quel niveau est-il pertinent de délibérer ou de débattre de ces questions. Est-ce que ce sont des enceintes internes aux industriels par type de métier? Est-ce que ce sont des délibérations entre industriels, personnel agents de santé et État? Comment intervient la société civile dans ces débats? À quel niveau doivent se déployer ces délibérations ou ces discussions? En tout cas, il y a un effet certain, c'est qu'en ce qui nous concerne, la francophonie est importante. C'est-à-dire que ne pas parler français, c'est aussi exclure une partie de ceux qui pourraient, d'une part, vouloir s'approprier le vocabulaire permettant un bon dialogue, et ensuite, donc, s'exprimer. Je voudrais passer la parole sans tarder à Jean Schwab. Il nous reste quelques minutes. S'il veut bien à la fois se présenter, poser ses questions. Merci. Nous ne vous entendons pas, Jean Schwab. Il faudrait que vous enleviez le... Vous êtes sur mute. Il faudrait que vous repreniez votre micro en main, Monsieur Schwab. Je vois qu'il ne lève plus sa main et que son micro est coupé, donc je pense qu'il ne veut plus prendre la parole. J'avais également une demande de parole de Jean-Louis Gerstenmeyer, s'il veut prendre la parole. Jean-Louis, tu as la parole si tu le souhaites. Nous ne t'entendons pas. Il est également sur mute. Ça y est, allô? Oui, eh bien. Vous m'entendez? Très bien, tu as la parole pour ta question. Ah ben merci. D'accord. Oui, j'ai une très mauvaise liaison, alors vous étonnez pas que ce soit peut-être instable. Il me paraît que sur la subsidiarité… Tu veux bien te présenter, s'il te plaît. La réponse… Ah, pardon, oui, Jean-Louis Gerstenmeyer. Donc, j'ai passé plusieurs années à la DGE et je viens de revenir au CEA. Donc, mais au CEA, ma spécificité, ce ne sont pas les neurosciences, mais d'être dans le conseil scientifique du haut-commissaire. Donc, où on a une discussion assez générale sur tout ce qui concerne l'avenir de la recherche dans l'institution. Alors, dans un premier temps, je voudrais surtout qu'on ne confonde pas différentes choses comme permettre, vouloir, connaître, agir, c'est-à-dire faire de l'innovation, et parce qu'on ne peut pas non plus faire porter la culpabilité sur le poids des chercheurs, au cas où on pourrait faire un mauvais usage de leurs découvertes. Donc, personnellement, il faut distinguer plein de choses. Donc, la recherche de connaissances permettra des choses, et c'est sans lien avec une quelconque culpabilité, parce que si quelqu'un veut faire un mauvais usage des découvertes, c'est la responsabilité et la culpabilité de celui qui le fait, pas de celui qui a découvert la science qu'on a utilisée. Donc, dans le terme de recherche responsable, je voudrais bien que ce soit assez clair que le coupable, ce n'est pas le chercheur, ça sera celui qui va utiliser les résultats pour en faire un usage éventuellement malveillant ou très risqué. Donc, en ayant bien précisé cette distinction entre la volonté permissive, celle qui permet de, et puis la volonté qui est vraiment « je veux, quel monde je veux demain », c'est différent de « quel monde je permets demain ». Sinon, on va paralyser, j'allais dire, la recherche de connaissances sous le poids, sous la chape de plomb éventuellement d'un droit très contraignant. Il faut porter l'effort du droit et d'abord de l'éthique, parce que le droit, j'allais dire, le droit est inclus dans le légal est inclus dans le licite. Il faudrait faire porter avant tout l'effort sur les applications. Il faut mettre un système de validation des recherches applicatives plutôt que des recherches qui permettent d'avancer dans la connaissance. Bien que les moyens de cette avancée dans la connaissance sont sujets aussi à éthique. On ne peut pas tout faire avec n'importe qui pour pouvoir avoir des connaissances. On a vu ça ailleurs en d'autres temps. Et donc, si on a bien fait ces précisions, on voit clairement que si on regarde le problème de la subsidiarité, il faut régler au plus haut niveau possible les problèmes qui sont les plus universels, et les problèmes les plus particuliers, effectivement, on peut descendre en échelle et aller chercher des solutions
auprès des professionnels qui sont en charge de ces questions. Voilà. Mais par contre, effectivement, alors ça, c'est un premier constat, peut-être un premier constat prudentiel. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand on touche à la liberté, la liberté étant vraiment le seul enjeu de conflit sur cette planète, on touche vraiment à quelque chose de très problématique, qui peut aller loin. Notamment, alors au départ, on distingue facilement, je veux dire, la possibilité de revenir en arrière au niveau individuel et la possibilité de revenir en arrière au niveau société. Là, je parle de résilience ou de résistance de la société au changement, d'adaptation au changement. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'au niveau individuel, le changement neuronal est irréversible. On apprend le piano, on ne le désapprend pas. Enfin, on perd des performances, mais on reste définitivement différent dans nos compétences. Tandis qu'au niveau société se pose une autre question. Il peut y avoir effectivement des changements sociétaux qui sont irréversibles, causés par des changements individuels réversibles. Exemple, la participation aux réseaux sociaux, chacun est libre de se désinscrire, mais par contre, globalement, le fait que tout le monde soit dans une communauté appartenant aux réseaux sociaux, ça change beaucoup de choses, y compris au niveau de la démocratie et sur la façon de faire de la politique. Donc, Jean-Louis, je vais te demander de conclure ce commentaire parce que bien nous sommes arrivés, nous arrivons à la fin là. Au terme, pardon, voilà, c'est bien, je peux m'arrêter. Ok, merci beaucoup. J'ai essentiellement posé des questions. Pour ces commentaires et aussi pour avoir rebondi sur la notion de subsidiarité qui fait que la légitimité d'une délibération à un niveau donné s'appuie sur la nature de ce que l'on met en délibération, et tu l'as très bien dit, le plus haut niveau pour le plus universel et ainsi de suite. Moi, je retiens cela de ton commentaire. Voilà, je voudrais maintenant, je crois qu'on est arrivé tout à fait au bout du temps imparti, avec des participants qui sont restés jusqu'à la fin, donc merci à vous. Je voudrais repasser la parole à Hervé Schneeweiss, s'il veut dire un mot de fin, et puis nous donnerons la conclusion à François Valérian, s'il est encore là. Oui. Je crois que le mot de fin, c'est surtout de dire que c'est la fin du début, pour paraphraser des phrases célèbres de Churchill. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est vraiment au début de la vague. Les neurotechnologies aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires de l'ordre d'une 15aine de milliards annuels. Ça sera une 50aine de milliards en 2030. Donc, on est vraiment au moment du décollage. On est au moment du décollage parce que les travaux scientifiques, on l'a vu avec les illustrations du WIS ou du travail de la société de Rémi, en sont à leur commencement. On peut dire aussi que le nudge n'en est aussi qu'à son commencement, cher Eric. On aimerait bien que les gens arrêtent de fumer. On n'a pas encore trouvé le moyen de... Ça, on a toutes les preuves qu'il faut que fumer tue, et pourtant, on n'arrive pas à les inciter à arrêter, à adopter un comportement bénéfique sur leur santé, sauf à substituer quelque chose, puisque la cigarette électronique a fait diminuer l'usage de la cigarette tout court. Donc voilà, il faut parfois changer carrément de pied, prendre l'autre pied. Donc on est vraiment au commencement de nos connaissances en neurosciences. C'est ça qui nous permet de faire des découvertes et des jolis papiers dans Science et Nature assez régulièrement dans tous les labos du monde, y compris dans le mien. On en est au commencement de pouvoir transférer ces connaissances chez le patient, et ce qu'on voit du WIS, c'est vraiment encourageant, ou ce que fait Rémi de Chalard. Donc il faut encourager la recherche, il faut encourager les neurotechnologies, mais ça avec une stratégie ethical by design, cette dimension d'anticiper les impacts, cette stratégie d'anticiper les usages, donc vraiment d'essayer d'incorporer la dimension éthique dans la réflexion de conception dès son origine. Et ça veut dire
retravailler nos formats d'enseignement, retravailler nos formats de formation doctorale et retravailler la manière dont les entreprises qui aujourd'hui mettent en place l'administration légale, puis le service recherche, puis s'il reste encore un peu de possibilité de l'éthique, comprennent que peut-être c'est tout aussi important de mettre de l'éthique que du légal et que de la science. Merci. C'est à mon tour de vous remercier très vivement, Françoise, Hervé, Laure qui a coordonné ce numéro avec Françoise, et puis donc vous aussi, Georges, Éric, Rémi, pour nous avoir fait partager vos réflexions et votre science sur ce domaine fascinant et très prometteur aussi, qui comporte des risques, qui est en besoin de régulation. Donc, toutes ces choses ont été vraiment très, très bien illustrées, d'abord par vos articles et ensuite par vos propos ce soir. Merci beaucoup à toutes et tous qui nous avaient rejoints ce soir, comme d'ailleurs souvent sur d'autres tables rondes des Annales des mines. Merci de votre intérêt pour le sujet, de vos questions très précises qui témoignent aussi de vos réflexions sur le sujet, de votre connaissance. Donc, merci beaucoup. Et puis, je terminerai par un grand merci à Alexia Kappelmann, notre secrétaire générale adjointe de rédaction, qui, comme vous le savez, est donc la responsable aussi de toutes nos actions de communication, de diffusion de nos connaissances. Vous savez que la diffusion des connaissances est à l'ordre du jour de notre revue depuis la décision du comité de salut public qu'il avait créé en 1794. Donc, merci beaucoup et une très bonne soirée et bonne continuation dans vos travaux. À toutes et tous. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.